Violaine Giacomo-Chara, qui est habituée du lieu, qui était présente voilà, lors d'une journée précédente. Violaine donc, est professeure à l'université de Michel Montaigne de Bordeaux, spécialiste des rapports entre littérature et sciences à la Renaissance. Alors, et pour aller vite, avec donc un premier livre qui porte sur la semaine de Dubartas, la forme des choses, poésie et savoir dans la semaine de Dubartas, qui est paru en 2009, et puis qui vient de clore donc, une habilitation sur les savoirs de la nature à la Renaissance, dont la pièce majeure qui va être publiée, qui a été rendue aux éditions de Rose, donc va apparaître l'année prochaine, sur la philosophie naturelle en langue française et les premiers textes donc, de Scipion Duplex. Voilà, donc spécialiste de Violaine, de Giacomo, de philosophie, de médecine, de poésie scientifique et de l'écriture des savoirs. Voilà, et on t'écoute, Violaine. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer donc cette communication sur les stratégies de vulgarisation des savoirs scientifiques. Je vais déjà commencer par dire que je ne suis pas sûre que le titre soit tout à fait adapté parce que j'en ai pas trouvé qui répondait vraiment à ce que je voulais raconter. Et je vais commencer par une remarque d'ordre très générale. Dans le domaine de ces livres de sciences auxquels je m'intéresse, il me semble qu'on peut organiser assez schématiquement les dénominations métaphoriques qui désignent ces livres, qui sont aussi souvent les noms de genres épistémiques, en deux grands groupes. Celles qui sont plutôt tournées vers l'amont du texte, le titre de l'œuvre renvoyant au geste, à la pratique ou à l'attitude intellectuelle qui la fonde, ainsi des livres intitulés par exemple « Observation » ou « Curiosité ». Et dans ce cas-là, la fixation du texte dans le livre est aussi la fixation d'un geste fondateur. Et puis celles qui sont plutôt, me semble-t-il, tournées vers l'aval, comme la dénomination métaphorique très fréquente du théâtre, dont a parlé Franck Lestringant lors de la précédente journée, qui là ne désigne pas le texte, mais justement plutôt le livre à partir de sa fonction organisatrice, comme une mise en ordre pensée et construite pour le regard du lecteur. Alors c'est dans ce cadre théorique, j'ose appelle me dire comme ça, et très rapidement esquissé, que je me propose d'étudier plus particulièrement les métaphores du livre et du texte, parce que, comme on l'a souligné, il n'est pas toujours possible, et je pense qu'il n'est pas toujours voulu qu'on puisse les distinguer, que l'on rencontre dans des ouvrages de vulgarisation philosophique et scientifique de la fin du XVIe et du tout début du XVIIe. Et j'ai choisi ces ouvrages d'abord parce qu'ils m'ont semblé présenter un intérêt spécifique dans leur usage des métaphores, mais aussi parce qu'ils s'inscrivent dans un contexte éditorial et intellectuel cohérent et qui sont des indices de l'évolution de ce contexte. Donc j'ai choisi 3 textes, je passerai plus ou moins vite. 2 sont des sommes en prose qui sont destinées à vulgariser le savoir. L'une, le savoir philosophique, donc le cours de philosophie de Scipion Duplex, qui a été donc graduellement publié entre 1600 et 1610, et dont j'examinerai surtout les œuvres de philosophie naturelle qui datent des années 1603 à 1606. Et l'autre est une somme qui vulgarise un savoir médical entendu au sens large. Et là, il s'agit bien d'une mise en livre. Il s'agit des œuvres du médecin Nicolas Abraham de la Framboisière qui réunissent en 1613 des textes écrits ou auto-traduits en français au cours des 15 années précédentes. Et j'ai ajouté à ce corpus arbitrairement choisi un long poème encyclopédique de la fin du XVIe siècle qui porte un titre qui est tout un programme puisqu'il s'agit du Grand Miroir du Monde de Joseph Duchesne, lui aussi médecin, et Duchesne, qui n'est plus beaucoup lu, avait pour ambition de marcher sur les traces de Dubartas tout en proposant une poésie plus nettement pédagogique et en plus influencée par les théories de la nouvelle médecine chimique, dont il s'agissait pour Duchesne de faire la promotion et de divulguer sa propre version. Donc ces 3 textes ont pour point commun de s'inscrire dans un ample mouvement de vulgarisation dans les années 1580-1620. Ils sont écrits plutôt à destination d'un lectorat cultivé, mais si on se fie à leur auteur pour des lecteurs encore à éduquer, et en tout cas pour les 2 auteurs qui sont des médecins, ce ne sont pas des textes écrits pour les confrères, ça je crois que c'est important. Et donc, ce sont des œuvres qui doivent en fait trouver leur place, qui doivent justifier à la fois de leur rapport à leurs sources, qui sont souvent faits d'emprunt, et on l'a reproché à la Framboisière par exemple, et qui doivent aussi expliquer
leur finalité, leur utilité pour le lecteur et la manière dont elles exposent le savoir. Donc on retrouve cette idée d'amont et d'aval qu'on l'on a d'une certaine façon sur cet extrait d'un frontispice anatomique où l'on devine la circulation entre le corps anatomisé, le livre déjà écrit et le livre en train de s'écrire, qui est une image du De Re Anatomica de Reando Colombo que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je la montre. Les métaphores du livre, donc dans le corpus que j'ai choisi, sont utilisées d'une manière particulièrement riche et variée, je vais essayer de le montrer, et elles héritent au moins d'une double tradition. Une rhétorique devenue vraiment topique à la fin du XVIe siècle. On va retrouver le livre enfant, le livre miroir, le livre tableau. Une rhétorique topique donc, dans laquelle ces œuvres puisent à pleine main, mais en la transformant, donc on peut voir les avatars, quelques avatars supplémentaires de ces métaphores du livre, et puis peut-être aussi une tradition plus discrète et plus nettement épistémique qui est propre aux livres de science et qui influence la lecture des métaphores. Et cette double tradition est elle-même probablement influencée par le passage tout récent de la poésie barthésienne, dont nos lecteurs sont tous les trois des lecteurs extrêmement attentifs, voire des imitateurs patentés, et il est probable qu'ils utilisent des métaphores topiques via le filtre de Dubartas, tout en les adaptant à la spécificité de chacune de leurs œuvres et surtout, me semble-t-il, au contexte dans lequel l'œuvre de vulgarisation tente de se faire une place au soleil. Alors, je prendrai tout simplement les œuvres dans l'ordre chronologique parce que je crois qu'il y a une logique dans la continuité des métaphores que l'on retrouve de l'une à l'autre, en commençant donc par le grand miroir du monde de Duchesne, un texte qui est un héritier direct de la poésie barthésienne et qui suit la publication de la Semaine de très peu de temps, puisque l'ouvrage est publié pour la première fois en 1587, et Duchesne, c'est le point important, publie dans un contexte qui est différent, il me semble, de celui de Dubartas. D'abord, il publie clairement pour instruire, ce qui n'était pas le cas de Dubartas. Il dit vouloir écrire quelque chose dont le public se puisse ressentir, et il doit affronter deux difficultés très particulières. C'est un médecin alchimique, je l'ai dit, et il utilise en particulier ses écrits en français par opposition au texte latin pour se gagner des partisans et pour mieux assurer sa protection, alors que les écrits latins sont plus souvent des textes polémiques. Et par ailleurs, son poème, qui est déjà colossal, est resté inachevé, malgré une édition augmentée en 1593. Et donc, alors il justifie la publication partielle en utilisant une autre topique extrêmement usée, puisque ses amis étaient tellement impatients de voir publier l'œuvre qu'il n'a même pas attendu la fin, et donc le texte inachevé donne lieu à un livre inaccompli. Mais cet inachèvement, c'est le point qui m'intéresse, pose deux problèmes. Il pose un problème s'agissant de la vocation pédagogique du texte, puisqu'il livre au lecteur finalement un programme pédagogique inachevé, et puis il pose d'une certaine façon un problème d'ordre social, puisque le médecin qui est gascon, Duchesne est gascon et protestant, a jugé bon d'offrir son poème à son roi, Henri de Navarre, qui n'est pas encore 4, et il lui faut donc justifier d'offrir au lecteur une éducation incomplète, ce qui pour un pédagogue est embêtant, et au roi un texte imparfait, ce qui pour un membre de la clientèle d'Henri le Bernet est aussi embêtant. Alors le péritexte de l'œuvre est principalement constitué par la dédicace à Henri de Navarre, et il mobilise un système très complexe de métaphores greffées les unes sur les autres. Le premier point que l'on peut remarquer étant qu'il déplace immédiatement ce que l'on attendrait, c'est-à-dire l'exploitation de la métaphore du titre, puisque la métaphore qui figure dans le titre est bien mentionnée dans la préface, mais elle n'est ni justifiée ni véritablement exploitée par Duchesne, sauf à la toute fin de sa dédicace. Alors, bon, je me suis demandé si c'était parce qu'il considérait cette métaphore comme suffisamment transparente, si le programme qu'elle impliquait dans le rapport à la nature et dans l'idée du miroir livre d'éducation était suffisamment clair, ou s'il y avait d'autres raisons. En tout cas, je constate qu'elle est immédiatement complétée ou remplacée par deux autres. Vous voyez la citation, « J'ai ferme espérance de même que ce mien fils aîné, nommé le grand miroir du monde, qui doit faire voile en la mer des misères de notre temps, abordera enfin avec toute assurance au port de la France. » Donc c'est un livre miroir, enfant et voyageur. On voit ici apparaître la métaphore du livre enfant, qui métaphorise plutôt l'acte de production, et la métaphore de la navigation, qui est utilisée ici pour évoquer le destin éditorial du livre,
et j'y reviendrai. Ce qui est important, c'est que ce livre de Duchesne est un fils, et Miroir n'est que son nom, hein, et pas son être, si l'on peut dire. Alors cette métaphore du livre enfant, Duchesne la file de manière extrêmement prolongée. Elle sert d'abord au père-auteur à se justifier d'une position d'autant plus difficile que les métaphores qu'il a lui-même choisies, hein, soulignent le caractère incongru de sa position. Le livre est imagé, je l'ai dit. Voilà donc un poème qui se prétend miroir, mais qui est donc un miroir brisé ou tronqué, et le livre enfant n'est finalement qu'un avorton. Et toute l'habileté de Duchesne va consister à assumer cette paternité apparemment malencontreuse pour mieux assurer le destin pédagogique et éditorial du livre. Alors, au début de l'épître dédicatoire, hein, il prend la défense de ce fils difforme et il s'excuse de n'avoir pu mieux faire. Et la difformité est elle-même présentée comme duel. Hein, l'enfant est à la fois difforme de naissance, et Duchesne le dit, hein, il dit « J'ai osé vous offrir ce mien, petit nain si difforme », et en plus il est aussi difforme par son éducation puisqu'il est présenté comme mal instruit. Donc la métaphore est filée pour justifier que de tous les aspects du livre, et dans ce livre, rien ne va. Et la filiation ici, donc, sert à souligner l'imperfection du résultat, ce qui est quand même une curieuse utilisation. Alors, Duchesne nous dit d'abord, hein, ce fils est mal accommodé et mal en conche. Des termes intéressants parce que, justement, il solidifie la métaphore, puisqu'il s'applique aussi bien à un objet hein, qu'à un être humain. Il peut vouloir dire qu'il est mal ordonné, hein, ou qu'effectivement, il est mal conçu, hein. Et donc on sait si c'est le livre qui est mal agencé ou si c'est un fils qui est mal accoutré pour se présenter devant son roi, puisqu'évidemment il file les deux idées parallèles de l'ordre du livre et de l'apparence du fils qui va se présenter à la cour. Non seulement son apparence lui fait défaut, donc on peut penser ici qu'il s'agit évidemment de l'ordre du texte et pas de l'apparence matérielle du livre, mais plus grave, hein, la parole lui fait également défaut, ce qui est quand même très ennuyeux pour un enfant-livre. Hein, vous l'aurez ainsi bégayé, avec une parole fort rude et peu ornée. Donc là, on peut penser que Duchesne vise évidemment la qualité stylistique. Hein, parole rude et mauvaise manière se conjuguent donc pour arriver à l'évocation d'une créature, hein, il n'y a pas d'autre mot, bien peu digne de se présenter devant son souverain. Et Duchesne enfonce le clou, vous lui verrez la contenance mauvaise et peu assurée, de sorte qu'il sera trouvé malpropre pour contenter et les yeux et les délicates oreilles de plusieurs personnes. Et là, c'est un cas justement où je trouve qu'il y a une ambiguïté entre forme matérielle, hein, les yeux, il ne peut pas s'agir simplement du style, et le texte lui-même qui donc est un peu brut. Hein. Donc on se demande comment ce livre peut prétendre au statut de poème, comme il peut prétendre à dispenser une quelconque éducation. Hein. S'il est mal appris et qu'il bégaye, c'est quand même un pédagogue peu recommandable. Le père, pour autant, hein, ne renie pas le fils, et pour au moins deux raisons. D'abord, les imperfections du fils et son défaut d'éducation ont une bonne raison, elles sont imputables au malheur du temps. Si vous le trouvez si malhabile, accusez-en le temps tumultueux et misérable auquel il a été enfanté, qui m'a ôté tous les moyens de le mieux instruire, et on trouve à la fois un déterminisme qui porte sur la naissance, puis sur l'éducation. Et puis, par ailleurs, le père ne renie pas son fils parce que ce fils, tout difforme et tout nain qu'il est, fait quand même preuve d'un beau tempérament, hein, puisque quitte à être mal éduqué, il est mal éduqué jusqu'au bout, il répond à son père. Son père lui fait la leçon, et là on a un passage qui, je crois, est assez remarquable. Le fils répond en gascon. Et donc on entend la voix naturelle du fils, dont on se souvient qu'il doit prendre la mer pour aborder autant de France. Certes, dit le père, hein, je voudrais qu'il fût rechangé et fût tout autre. Donc ça, je pense que c'est pas la meilleure chose à dire à ses enfants. Ce n'est pas que je lui ai remontré tous ses défauts, mais pour réponse, il se part de quelques proverbes gascons, me disant un plat des baums que habillat en plan, lugarei negre aportulut lugran, et boulentes latero blanquero, au log d'estui espleo de ugiolo. Alors, j'ai fait traduire, pour être sûr, par une amie occitaniste, que je remercie, Cathy Bernard, qui propose la traduction suivante. Voilà. Hein, bien faire vaut mieux que bien babiller. Le guéret noir apporte le bon grain, et volontiers la terre blanche et belle au lieu de chaume et pleine de fougères. Donc on peut interpréter cela de deux façons. D'une part, peu importe la qualité du style, si le livre est efficace,
un point par lequel Duchesne rompt complètement avec la poétique de ses prédécesseurs, y compris du Barthasse, et d'autre part, le proverbe a un sens global qui est « les apparences sont trompeuses ». Alors cette manifestation d'un caractère bien trempé, et l'usage de la langue gasconne ne pouvait évidemment, enfin c'est pour ça qu'elles sont là, ne pouvait que plaire aux Béarnais, auxquels ses détracteurs, on sait, ont fait la réputation d'avoir lui-même de bien mauvaises manières de cour. Et donc le médecin gascon assume d'autant plus son fils qu'il lui ressemble, mais qu'il ressemble aussi à son roi, sous-entendant que le livre et le roi illustrent tous les deux le proverbe gascon qui a surgi dans le texte. Voilà ce que dit ensuite Duchesne, il est en cela excusable car il est mien. Voilà pourquoi il est comme impossible qu'il ne tienne toujours quelque chose du terroir et de mon naturel ramage, mais je m'assure tant en votre majesté sire que vous supporterez non seulement ses imperfections, que vous prendrez même la défense de sa cause en main, le fait vous touchant particulièrement. Donc le roi a pour charge de légitimer l'avorton, et mieux il le prend à son service au nom des liens de clientèle et surtout de l'appartenance à la même terroir au pays. Mais, alors c'est ici que la métaphore devient plus complexe, et qu'elle quitte le seul domaine de la rhétorique dédicatoire, car la protection du roi est ce qui va laisser au père le temps d'achever l'éducation du fils. Cela m'occasionnera de le parfaire, n'étant porté qu'à demi, et d'y mettre la dernière main en colorant ce qui reste, les plus vives et diverses couleurs de nature, pour le rendre en quelque sorte plus accompli. Donc la métaphore du miroir, qui n'est pas explicitement développée, est ici réactivée par celle du tableau. Le nain n'est en fait qu'un corps portrait à demi, et non un corps qui est réellement mal formé, et ce qui lui manque, c'est la couleur. Alors on pourrait penser, comme chez Ronsard par exemple, que la couleur a rapport au style, mais ici, il s'agit vraiment des derniers chapitres de l'œuvre qui manquent, et qui sont les chapitres sur le vivant, et en particulier les chapitres sur l'homme. Donc je pense que c'est l'accomplissement du livre qui boucle la boucle en présentant une image de l'homme portée par ce livre enfant qui doit apporter les couleurs de la fin. Et surtout, on comprend pourquoi l'enfant peut être à la fois difforme de naissance et mal éduqué. Et alors après l'intervention de Bernard Sepp, tout à l'heure je vais marcher sur des œufs, mais il me semble justement que le corps est incomplet parce qu'il est partiellement demeuré dans l'ombre, c'est-à-dire dans l'esprit du géniteur, et donc ce qui est difforme, c'est le livre, parce que le texte qu'il contient est inachevé. Et que donc on a quelque chose d'intéressant, parce que cet enfant est un enfant de papier, il peut faire ce qu'on ne peut pas faire avec un vrai enfant, c'est-à-dire que l'éducation va non seulement lui redresser l'esprit, mais va aussi lui redresser le corps, et en quelque sorte les pages qui manquent, si on parvient à les ajouter, donneront sa taille adulte au nain, qui en fait n'est pas un nain, mais qui est bien un enfant. Et donc, là aussi, les termes sont intéressants parce que le livre sera accompli, où on peut entendre à la fois achevé et en même temps parfaitement bien éduqué, ce qui est important pour un livre qui est vecteur de savoir. Voilà. Alors Duchesne ne s'arrête pas là, le fait de filer la métaphore du livre enfant à éduquer lui permet d'esquisser tout un programme éducatif qui, par une forme de mise en abîme, mais donc le programme éducatif par lequel il va éduquer son livre est aussi le programme que porte le livre pour un lectorat plus large. Et c'est ici que se greffe de manière double la métaphore de la navigation. L'enfant livre ne sera pas simplement accompli par la main du père coloriste, il le sera aussi parce que son père est un pédagogue voyageur. Pour cet effet, j'ai préparé un vaisseau muni de toutes choses pour lui faire voir les plus grandes merveilles de l'une et l'autre mer. Je le veux après conduire par tous les coins de la terre pour lui donner connaissance des plus belles choses, etc. Je passe la citation. Or, ce programme qu'on a là esquissé n'est pas innocent, parce que c'est exactement celui que préconise Duchesne quelques années plus tard, dans un autre de ses ouvrages en français, qui a le même type de rôle que le Miroir du monde, qui est son portrait de la santé, qui est un régime de santé. Et ce régime est pour Duchesne l'occasion de porter une charge extrêmement violente contre les médecins universitaires galénistes dont il entend se démarquer, avec qui il est en querelle depuis des décennies, et il dit ceci de ces médecins, ils sont plutôt médecins de parole que d'effet, et ils font les suffisants pour avoir beaucoup de babil, donc on retrouve exactement le proverbe gascon du fils insolent. Et puis surtout, ces médecins n'ont vu ni voyager plus loin que leur foyer. Et donc, je ne lirai pas la citation parce qu'elle est longue,
et qu'elle est redondante par rapport à ce que je viens de dire, mais il trace pour ceux qu'il appelle le vrai médecin, contre le médecin galéniste, un programme à peu près semblable à celui qu'il projette pour son livre et qu'il compte accomplir par l'achèvement de ce même type de livre. Donc, le grand et vrai médecin a fait le tour du monde. C'est un programme complètement utopique parce qu'il faut avoir fréquenté tous les pays du monde, tous les autres médecins du monde, avoir fait tous les champs de bataille et traité de toutes les épidémies. Mais ce qui est intéressant, c'est que la métaphore de l'éducation du livre, à achever, est en fait le moyen pour Duchesne de dessiner un véritable programme pédagogique. Et ce programme pédagogique est à la fois l'un des ressorts importants de la querelle qui l'oppose aux galénistes pur et dur, et que cette querelle a déjà commencé à l'époque du Grand Miroir du Monde, elle est encore plus aiguë au début du XVIIe, et d'autre part, ce programme pédagogique est destiné à divulguer une description de la nature du monde qui est un peu particulière, dans laquelle il intègre de manière assez modérée les théories alchimiques, mais où par exemple la lecture des éléments n'est pas du tout celle que l'on trouvait exposée 4 ans avant chez Dubartas. Donc on comprend pourquoi il s'inscrit dans la filiation barthasienne tout en s'en distinguant. Et donc on a un livre mal vêtu, mal appris, qui parfois parle gascon, mais dont on comprend aussi que le fait de le présenter comme difforme est une forme d'anticipation d'une critique que peuvent porter, du regard que peuvent porter sur lui un certain nombre de personnages bien pensants qui se laisseraient tromper par les apparences. Et c'est ce qui explique probablement que la métaphore de la navigation, donc du livre fils voyageur, se charge aussi chez Duchesne d'une connotation politique assez nette. J'en reviens à la citation qui a été mon point de départ, mais que je donne sans la couper. J'ai ferme espérance de même que ce mien fils aîné nommé le grand miroir du monde, qui doit faire voile dans la mer des misères de notre temps, même en la nuit ténébreuse de notre siècle, qui obscurcit par les bruines de ses troubles la plus belle lumière des bonnes lettres, abordera enfin avec toute assurance au port de France. Donc il ne s'agit pas uniquement pour le fils de s'embarquer pour un voyage exploratoire, qui fonde le programme pédagogique, garant du bon savoir. Ce voyage-là ne fait qu'en préparer un second, qui lui est donc clairement là la métaphore d'une carrière éditoriale, qui s'annonce comme difficile, dans un contexte troublé religieusement et politiquement. Et on se souvient que Duchesne indique que c'est à cause des misères du temps qu'il a si mal élevé son fils, ajoutant quel est l'esprit qui ne soit détourné de ses meilleures conceptions par les troubles et misères qui agitent maintenant la pauvre France de tant d'âpres tempêtes. Donc l'inachèvement du livre est aussi le symbole des troubles de l'époque, ce qui lie la possibilité d'achever et de parfaire le livre au retour de la paix. Et donc, Duchesne, de toute évidence, lie sa lutte personnelle pour l'union de la médecine galénique et paracésienne, sa conception du savoir, la manière dont il faut le faire sortir des universités, etc., avec une lutte au service du bien public. Et là, il y a quand même une nouvelle figure de pédagogue sur la scène civile qui se destine, au service de la religion réformée aussi, pour l'éducation d'une France qui est ballottée par des guerres de religion qui ont mis à mal le triomphe des belles lettres. Et donc, le fils est comme l'émissaire du futur roi, il se trouve chargé, alors là je crois que c'est une métaphore quand même assez rare, il se trouve chargé d'une mission secrète. Je lui ai commandé qu'un continent qu'il aura mouillé l'encre et pris terre, sans se faire connaître ni se faire voir à personne, qui est quand même un dessin un peu curieux pour un livre. Il a y baissé les mains de votre majesté en toute humilité. Donc voilà un livre achevé, publié, qui ne doit surtout pas se montrer. En fait, c'est parce que le livre Fils attend la reconnaissance du prince, dans la mesure, et alors voilà une autre métaphore qui là aussi je crois est utilisée de manière originale dans une préface réfléchissant sur le livre. Donc il se cache parce qu'il attend la reconnaissance du roi dans la mesure où un seul prince est un grand théâtre. Et un théâtre se fait voir d'assez de gens. C'est donc la protection et très certainement l'avènement espéré d'Henri IV qui achèvera la métamorphose et donnera au fils miroir la capacité d'être vraiment miroir et de se faire voir de tous. Quant au père, c'est difficile d'être le père d'un avorton, donc heureusement il est aussi capitaine, et l'on ne sait si c'est pour conduire le navire qui porte son fils sur la mer du savoir ou sur celle de la reconquête politique, mais en tout cas il affirme « J'ai assez de hardiesse pour mettre fin à une si haute entreprise, le courage ne me manque pas,
poursuivre un si long et pénible voyage en une mer si trouble, hein, pour commenter la double navigation savante et éditoriale de son fils. Donc ici, alors je crois que la dédicace à Henri est un cas intéressant parce qu'elle peut sembler à première vue relever purement d'une rhétorique habituelle de la dédicace, d'une rhétorique encomiastique, mais en réalité, les métaphores que l'on pourrait croire usées à la fin du XVIe siècle sont étroitement et de manière très cohérente tissées ensemble, et elles sont mises au service d'un projet qui est senti comme nouveau, hein, même s'il ne l'est pas forcément, les lumières s'éteignent, éduquer véritablement un peuple, hein, par le biais d'un savoir nouveau, enfin en tout cas revisité par le paracelsisme et une lecture protestante particulière sur laquelle on va s'arrêter ici, mais un poème qui est miroir du monde parce qu'il est aussi le fruit de ce geste exploratoire qui prend précisément position contre la seule culture du livre, hein, et qui se met par ailleurs clairement au service d'un projet politique dans lequel diffusion du livre et pacification vont de pair, hein, et l'on comprend pourquoi le livre, comme l'héritier putatif de la couronne, ne sont encore que plus ou moins clandestins, hein, et pas tout à fait rayonnants sur la scène du royaume. Alors, je passerai un peu plus vite sur les deux autres textes et je vais essayer de retenir ce qui me paraît prolonger ce que l'on observe dans le système construit par Duchesne, hein, chez Dupleix d'abord, puisque là on est dans les années 1603. Bon, Duchesne hein, est le premier auteur d'une philosophie complète assez conséquente, parce qu'il y a eu en fait déjà des textes en français avant lui, de type scolastique, et donc qui assure le passage du latin au français de la philosophie telle qu'on l'a trouvée dans les manuels latins pour les universités. Et il a consacré 3 textes à la philosophie naturelle, c'est important, un traité massif de physique ou science des choses naturelles qui est complété par 2 livres d'un peu plus petit volume qui sont d'une part la curiosité naturelle rédigée en question, qui est en fait un avatar classé par ordre alphabétique des problémata, ce qui est en soi déjà assez intéressant, et un ouvrage qui s'appelle Les causes de la veille et du sommeil, des songes de la vie et de la mort, qui est une réécriture, enfin une libre variation sur les paroles naturelles. Alors, comme Dupleix écrit ses œuvres de philosophie, il est encore juriste, il n'est pas devenu l'historiographe du roi, qu'il sera plus tard, il n'est même pas encore entré au service de Marguerite de Valois, et donc il cultive un rôle de pédagogue, lui aussi, comme Duchesne, un dispensateur du savoir, et comme Duchesne, mais pour d'autres raisons, il prend nettement position contre les professeurs de philosophie, qu'il accuse de vouloir conserver le savoir pour eux-mêmes, et qu'il taxe donc d'être des druides et des prêtres égyptiens. Alors là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais ce qui est plus nouveau, hein, c'est la manière dont il organise vraiment la défense acharnée de cette figure humaniste de pédagogue civil, comme passeur de textes à destination d'un... Alors au départ, il vise même ce qu'il appelle des apprentifs, et il a l'ambition, l'utopie de vouloir apprendre la philosophie à tout le monde, ce qui évidemment, pour une population peu savir, c'est déjà en soi un projet qui pose problème, et très très vite, hein, il revient sur ses premières positions pédagogiques et il écrit pour des lettrés et pas pour des apprentifs qu'il faut prendre par la main. Mais en tout cas, alors ce qui m'intéresse ici, c'est la façon dont il retravaille ses métaphores pour à la fois légitimer sa position de pédagogue et le statut du livre de science. Parce que, justement, évidemment, on va revenir là aussi sur quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure, le livre de sciences naturelles pose un problème particulier par rapport au livre du monde. Et donc, il se fonde, alors voilà le texte, la page de titre du livre de Dupleix, et il part justement de la métaphore du livre du monde, qu'il développe de manière assez intéressante, je trouve. Le monde riche ornement de la nature, c'est un beau et grand livre qui fournit la matière de tous les autres livres, qui n'enseigne point par des termes impropres ou ambigus, ainsi par des causes certaines et infaillibles, nous expose la naissance, l'accroissement, déclin, changement et la fin de toutes les choses mortelles et périssables. C'est la fin que je trouve intéressante, ces caractères ne sont point de petites notes, ni de petits traits de plume ou de pinceau, hein, tous les corps du monde arrangés avec un si bel ordre, etc. Et là, on retrouve vraiment le parallèle entre le livre du monde et la forme matérielle du livre imprimé ou du tableau, parce qu'on a le pinceau dont on ne sait pas si c'est le caractère ou l'image. Hein. Alors évidemment,
La métaphore n'a rien d'exceptionnel, mais d'abord elle est développée d'une manière que je pense intéressante dans la comparaison des caractères, et Duplex ensuite la déplace par rapport à la topique dont il hérite, parce que il cite du Barthes à cette occasion-là, hein, et donc du Barthes est cité explicitement dans la préface de la physique, hein, en disant effectivement qu'il s'appuie sur ce qu'a déjà dit du Barthes, à savoir que le monde est un grand livre. Sauf qu'en citant du Barthes, il oublie certains passages qui sont capitaux, parce que du Barthes explique, vous voyez que hein, dans ce livre on lit l'admirable artifice de Dieu en grosses lettres, hein, et ensuite il explique, et ça c'est le passage que ne retiendra pas Duplex, que cette œuvre est donc lisible pour celui qui reçoit les lunettes de la foi. Donc on a le début du texte, mais on n'a pas les lunettes de la foi. Et c'est là que Duplex opère une transformation de la métaphore, parce qu'il en déplace en réalité l'interprétation, non pas vers la capacité pour le sage ou l'homme un peu éclairé de voir le message divin derrière le livre de nature, mais il va s'en servir pour légitimer son propre livre. Et un peu plus haut dans sa préface, il pointe au détour d'une phrase, alors de façon tout à fait différente, mais je pense que j'avais appelé ça une faille induite par la métaphore du livre du monde. Il dit hein, que, ça c'était voilà, les lunettes de la foi qui ne sont pas reprises, mais j'en arrive surtout à ce qui m'intéresse, il dit que si le monde était si facile à lire, hein, on n'aurait pas besoin d'une certaine façon des autres livres. Hein, vous voyez, à quoi faire si nous étions bien nés? Il ne serait pas besoin d'autres précepteurs que la nature même. Et là, effectivement, il souligne que l'image, la métaphore du livre du monde, telle que la traite du Barthes, semble impliquer, puisqu'on peut lire chacun sans difficulté, hein, que en fait, tout autre livre qui parlerait de la nature est inutile. Hein. Et donc, évidemment, hein, il rappelle ici que la chute étant passée par là, nous avons perdu la capacité de lire ce livre du monde. Sauf que ce ne sont pas les lunettes de la foi qui vont nous rendre la lumière de ce livre, c'est la physique, avec toujours en plus une triple ambiguïté chez Duplex, parce que physique qui apparaît avec une majuscule peut désigner aussi bien son livre, qui s'appelle la physique, que la discipline, que la physique d'Aristote, dont il ne cesse de dire que c'est la source de sa propre physique. Ce qui fait que là, on n'a pas la Bible, c'est encore pire, on a la physique d'Aristote. Hein. Et donc vous voyez ici les termes par lesquels il va faire glisser la métaphore, la physique ou science naturelle, c'est celle qui nous donne une claire et parfaite intelligence de ce livre-là. C'est l'interprète et le truchement de la nature. Alors là, on retrouve autre chose qui a été dit tout à l'heure, parce que le terme interprète a glissé du sens de traducteur à celui de commentateur. Donc le livre second est une glose du livre premier. Je crois que c'est comme ça que s'organisent les choses sur cette. Et en même temps, le livre d'Aristote a lui aussi donné naissance à abondance de commentaires. Donc là, il fait se rejoindre la topique qu'il utilise et la source qu'il utilise lui-même. Et il ajoute, c'est un tableau auquel tous les effets sont naïvement dépeints, mais l'image du miroir corrige celle du tableau, ou plutôt un miroir auquel ils sont vivement représentés. Car, comme en un miroir plaqué en son lieu dans une salle, on voit tout ce qui est à découvert en icelle, de même dans les préceptes de la physique, etc. Alors là, ce qui m'intéresse maintenant, c'est la torsion que fait subir Duplex au thème du miroir, parce que, comme pour le livre du monde, il me semble qu'il opère un déplacement. Ça n'est ni un miroir qui permet de refléter exactement le monde, ni un miroir qui permet de se voir soi-même, encore moins un miroir qui permet de voir Dieu comme dans un miroir. C'est un miroir qui est donc un truchement, un interprète, donc un pédagogue, mais c'est aussi un miroir qui est un instrument scientifique. Il est accroché dans une salle et il permet de voir tout ce qui est à découvert. Mais ça ne veut pas dire que l'œil puisse voir directement. Ça peut faire référence au fait qu'avec un miroir, on voit ce qui est derrière soi, ou qu'avec un miroir, on voit ce qui est apparent, mais caché au regard par un jeu optique. Et en même temps, ce miroir ne fait pas voir, il fait mieux voir. Alors c'est une sorte de miroir magique, parce que en même temps, il grossit, en même temps, c'est un miroir espion, et en même temps, c'est un miroir panoramique qui arrive à miniaturiser et à enclore tout ce qui est présent à l'intérieur d'une salle. Je vais y revenir. Donc, en tout cas, le livre, par rapport au livre du
du Monde, qui est son point de départ, assure le double rôle de commentateur, il glose le livre premier, et en même temps il est l'instrument scientifique de l'observation, qui permet de mieux le comprendre, et on a vraiment une lecture philosophique. Dupleix ailleurs ne cache pas sa foi qui est authentique, il dit effectivement que quand on voit le monde, au bout du compte on voit Dieu, on apprend à contempler Dieu, à le reconnaître, etc. Mais il faut d'abord passer par la lecture intermédiaire du livre de physique. Alors je le disais, Dupleix en outre greffe ici sur la métaphore du miroir une métaphore architecturale puisque ce miroir est suspendu dans une salle. Alors, la métaphore architecturale est compliquée chez Dupleix parce qu'il s'en sert d'abord pour justifier de l'ordre du livre. Il explique de même que ce qui fait la beauté d'un édifice, ça n'est pas d'abord la qualité des matériaux, mais le plan. De la même façon, il se justifie très précisément de l'ordre qu'il a donné à son livre en agençant ensemble les emprunts à la trame du corpus aristotélicien et aux commentaires qui lui ont été faits. Mais en mettant l'accent sur la question de l'agencement de l'œuvre, Dupleix lie aussi le miroir dans la salle à deux autres choses. D'abord, la métaphore architecturale s'applique aussi au monde lui-même. Donc on retrouve un mouvement de miroir pour le coup entre le monde et le livre, puisque Dieu a créé le monde comme un palais pour l'homme. Et du coup, Dupleix lui-même va construire l'ensemble de ses livres, et là il parle bien des livres et pas des textes, sur un modèle architectural. Tout ainsi que les architectes les plus ingénieux et plus experts en leur art, dressant le plan de quelques grands et somptueux palais, observent soigneusement, entre autres choses, que les grandes salles où doivent loger les princes et grands seigneurs soient accompagnées de chambres, garde-robes et cabinets, tant pour leur servir de retraite et se séparer toutefois aucune fois de la tourbe de ceux qui les importunent, que pour la décharge de leurs trésors et chevances. Ainsi, en décrivant les préceptes de la science naturelle, il m'a semblé que ce n'était pas assez de toucher toutes choses en général dans le gros des volumes que j'en ai ci-devant publiés, si d'ailleurs je n'accompagnais encore ces préceptes généraux de quelques discours particuliers, touchant le chef-d'œuvre de nature, etc., puisque à la fin du texte, à bon droit, l'homme mérite quelques lieux de décharge, séparés et distingués. Donc, le monde est un palais dont l'homme est à la fois l'habitant et l'ornement, mais l'habitant déchu, expulsé de son jardin naturel, et les livres de physique forment un ensemble architectural dont le traité central unité de la physique aristotélicienne correspond à des pièces d'apparat et de publicité, mais dans lequel l'homme peut partir en voyage exploratoire pour trouver de plus petites pièces, en passant d'un livre à l'autre, par lesquelles il va apprendre, après avoir regardé la nature, à se regarder lui-même. Et c'est comme ça qu'il introduit, par exemple, ce qui regarde les considérations sur l'âme. J'en ai déjà amplement discouru en la suite de ma physique, toutefois cette suite n'étant que comme une chambre joignant la grande salle de toute la science naturelle, il est besoin encore de garde-robe et cabinet pour y étaler tant de riches propriétés dont elle est avantageusement ornée. Et donc le système métaphorique initial, qui était centré sur la figure de l'auteur pédagogue, conduit pour finir à interroger la manière dont le lecteur va habiter le palais qui a été ordonné et construit pour lui, sachant que ce palais n'est pas un seul livre, mais plusieurs, et que la taille des livres et leur matière en même temps symbolisent cette hiérarchie des disciplines que met en place Dupleix. Alors, je vais passer sur le fait que Dupleix greffe en plus sur sa métaphore architecturale une comparaison avec un guide de voyage à laquelle il tient beaucoup parce que ça c'est son rôle de pédagogue. Il explique que pour que les élèves ne s'ennuient pas, il faut leur faire le plan du cours et qu'il faut les prendre par la main pour ne pas en laisser un en chemin, je schématise. Mais l'idée du palais débouche sur celui d'une sorte de promenade qui rejoint l'extérieur, si j'ose dire, à travers cette promenade dans le monde entier. Je veux juste garder quelques minutes pour dire un mot rapide de La Framboisière. Alors, La Framboisière donc recueille en 1613 dans ses œuvres, qui ne sont pas en fait toutes ses œuvres,
un ensemble de textes en français qui s'échelonnent sur les 10 à 15 années précédentes. Donc le recueil date de 1613, mais les textes ont été écrits avant et certains sont dédicacés à Henri IV, ce qui est important, vous allez voir, parce qu'il apparaît d'une certaine façon comme la Framboisière, comme le contrepoint de Duchesne. On a vu que Duchesne faisait de son livre une sorte d'émissaire secret d'un programme éducatif à venir. La Framboisière, qui est médecin du roi, mais qui est surtout médecin aux armées, ce qu'il ne cesse de souligner, se présente au contraire en capitaine qui mène le grand jour des armées de la Reconquête sous l'égide d'un roi qui maintenant est couronné. Et dans la dédicace des œuvres au duc d'Épernon, il dit ceci: « Je ne vous viens pas présenter ici quelques parcelles de mes œuvres, mais bien vous les représenter comme en un miroir, toutes par ordre. » Alors ici, le miroir désigne bien le livre, comme montage de livres antérieurs. Et en fait, le miroir est là aussi un révélateur, parce qu'il va faire apparaître a posteriori un ordre qu'on ne pouvait pas forcément clairement distinguer à partir des livres séparés. Et il me semble donc que la métaphore du miroir est, depuis Duchesne, en passant par Dupleix, de plus en plus clairement mise au service du mouvement de vulgarisation, parce qu'ici elle sert à dire l'ordonnancement des œuvres assemblées en un livre et plus l'ordonnancement du monde. Et l'important n'est pas le geste d'écriture. La Framboisière est le champion de l'emprunt. D'ailleurs, il est obligé de s'en justifier, de dire que... Alors là, il mobilise une autre métaphore intéressante, celle du jardin. Il dit, oui, j'ai repris les plantes des autres, mais je les ai mieux rangées dans mon jardin. Comme ça, tout le monde peut s'y promener. Donc une belle métaphore de la vulgarisation, là aussi, qui le dédouane du plagiat. Et de la même façon, il reprend aussi l'idée qu'il a mis en ordre des salles dans un palais, donc ces livres correspondraient à une promenade. Il reprend la métaphore du tableau, etc. Celle du miroir, elles y sont toutes. Mais je vais m'arrêter sur ce qui me semble le plus original, parce que justement, le fait de mettre les différents textes en un seul livre, qui joue ce rôle de miroir en représentant l'ensemble de l'œuvre, est un geste de publicité. Immédiatement après la première citation que j'ai laissée là, il corrige en disant « mais je ne devrais pas les dire miennes, mes œuvres, je les ai données à la communauté, chacun y a part aujourd'hui, et elles doivent donc porter le nom de République. » Et c'est cette image politique qui, en fait, vient, qui me semble beaucoup moins fréquente que d'autres images appliquées au livre, qui va en fait expliquer en quoi la mise en livre ici change les choses, parce qu'en fait les ouvrages que la Framboisière a réunis portent chacun de leur côté un titre qui a une connotation politique et qui est une métaphore. Le régime de santé est nommé gouvernement, alors on a un gouvernement des dames, un gouvernement des hommes, un gouvernement par temps de peste, etc. Le livre de pharmacopée s'appelle Ordonnance. Le livre qui traite de la conduite à tenir par les médecins face à une série de cas s'appelle Les lois. Et le livre dans lequel il raconte la création du monde s'appelle La principauté de l'homme. Et ces titres qui au départ ne devaient pas être concertés, mais dont on sent qu'il a peut-être deviné l'utilité au fil du temps, prennent sens dans cet ouvrage qui s'appelle Œuvre, mais qu'il qualifie de République. Alors à l'intérieur de ça, il file d'autres métaphores, par exemple les fameuses ordonnances, termes qui pourraient passer pour médicales, surtout aujourd'hui. Il explique bien que ce sont en fait des ordonnances militaires pour combattre la maladie, un arsenal muni de toutes sortes d'armes nécessaires pour attaquer et défaire les cruels tyrans de nos corps, pour combattre et chasser les ennemis jurés de notre santé, qui nous viennent à chaque bout de champ dresser des embuscades, et ça continue comme ça pendant un petit moment. Mais ça lui sert aussi à réfléchir sur l'ordre de la mise en recueil de l'ensemble des œuvres. Et j'adore ce passage pour qu'il montre qu'il n'y a ni désordre ni confusion en cette République. Vous y trouverez dès le commencement la police bien établie en l'ordre des matières traitées les unes après les autres, donc une table des matières. Chacune en ressort de sa juridiction naturelle, et sur la fin, un État non démocratique, ni aristocratique et encore moins monarchique, alphabétique. Donc un index.
Et donc ici, hein, on a une métaphore vraiment originale, mais qui est une métaphore, je crois, à prendre très sérieusement, parce qu'elle renvoie vraiment à l'idée de la capacité du livre. On voyait celui de Duchesne, voyager en secret pour mieux préparer la paix. Ici, on a un livre qui accompagne la remise en ordre du royaume. Et c'était une idée que la Framboisière devait avoir en tête tôt dans sa carrière, parce que 15 ans avant, ou 10 ans avant, je n'ai plus la date exacte, mais enfin en tout cas en tête du gouvernement de la santé qu'il offre au roi Henri IV, il a quand même cette justification là aussi, qui comme l'état alphabétique est quelque chose qui me ravit et sur lequel on a envie de s'interroger. L'heureux auspice de ce nouveau siècle, je présente à votre majesté un gouvernement de la vie humaine, rien moins, nouvellement établi en votre royaume. Donc le livre s'installe dans le royaume comme un acteur de la politique pour maintenir en santé tous vos sujets, puisque la furie de la guerre vous en a ravi la plus grande part, donc la plus grande part des sujets. J'ai pensé que je ne saurais mieux employer mon temps qu'à déclarer les moyens de conserver le reste en bonne disposition. Et il explique ensuite que ces sujets survivants grâce à lui pourront ainsi révérer leur roi. Et donc voilà, on a effectivement ici une idée du livre de service public mis au service du royaume. Voilà. Alors j'espère avoir montré à peu près dans les temps, avec ces 3 exemples chronologiques, la force que conservent ces métaphores qui sont mises au service du livre de vulgarisation qui est ici vraiment devenu livre, c'est-à-dire qu'il est chargé de mener sa vie sur la scène publique, de voyager, comme on l'a vu, et donc qui donne au livre de vulgarisation un statut, ce qui n'était pas évident par rapport aux œuvres originales, et la Framboisière doit se justifier de ses empreintes. Duplex ne le fait pas parce qu'il est trop orgueilleux pour ça, mais on peut retrouver à peu près chaque fragment de ces textes, là aussi chez d'autres. Mais le texte, le livre ici est vraiment, par le jeu de ces métaphores, doté d'une véritable puissance d'agir, et il devient le miroir, non plus du savoir qu'il porte ou du monde, mais d'une société qu'il est censé mettre en ordre par, je ne sais pas, une espèce de continuité ou de contiguïté entre l'ordre du livre et l'ordre souhaité pour la société. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup Violaine pour cette réflexion, tout ce parcours à travers ces 3 auteurs sur vraiment, en effet, là, le livre de vulgarisation, c'est les textes paratextuels, c'est quand le livre est fini, ou pas tout à fait fini, mais qu'on parle de lui, et avec ce passage étonnant du livre d'abord nain pour terminer sur le livre République. Alors, je ne sais pas combien de temps on se donne. Eh bien, nous avons rendez-vous dans 45 minutes au... Ça va. Moi, je leur ai dit 8h, 8h15, donc on peut se dire une demi-heure, comme ça on part à 8h et on arrive à... Voilà, une demi-heure de discussion. Donc on a le temps de discuter tranquille. Et juste, par rapport à ce réseau de termes médicaux qui peuvent prendre un sens politique, tout d'un coup je me posais la question sur le terme de régime. Est-ce que régime a déjà un sens politique à ce moment-là ou pas? Je sais que tu t'intéresses au régime, c'est pour ça que... Alors, dans le dictionnaire, régime, je ne sais pas, mais dans l'acception des médecins, il ne me semble pas. Ouais. C'est vraiment le terme... C'est pas l'idée de... Alors pour le coup, c'est pas l'idée des régimes politiques, c'est pour ça, je pense, que la Framboisière le remplace d'ailleurs par... gouvernement. Ouais. Parce que Duchesne, par exemple, utilise portrait de la santé où on retrouve... Là, c'est vraiment le gouvernement, et puis avec un ton... alors le ton prescriptif fait partie des modes d'écriture du régime, mais qui est très marqué chez la Framboisière. Et il n'utilise pas le terme régime, ce qui me fait penser que, effectivement, pour lui, la connotation politique n'est pas assez nette. Ouais. Oui.
petite question très précise et un peu naïve. J'ai vu dans un catalogue que Duchesne avait aussi écrit l'anatomie du petit monde. Enfin, c'est recensé en tout cas en 1584, avec quelques sonnets des vices dit celui. Oui, mais il a écrit pas mal de poésie. Ah, ce serait un recueil de poésie, parce qu'on passe du miroir du monde à l'anatomie du monde. Il a écrit Nombrocosmie aussi, Folie et vanité du monde. Je voulais vous savoir si vous avez regardé ou comparé ces deux. Alors, j'ai pas comparé là, les paratextes, de même que j'aimerais bien, parce que je sais qu'il y a des différences dans la version augmentée de l'édition de 1593, mais j'ai pas réussi à mettre la main dessus ces dernières semaines pour aller revoir le paratexte. Parce que je pense que justement, puisqu'il a réussi à allonger un peu le livre sans l'achever, il doit y avoir probablement des variantes intéressantes. Moi j'ai une microscopique question, une question de langue du XVIe siècle. Je suis 16e par la bande. Scipion Duplay, vous avez cité un passage qui dit que la physique nomme un superbe édifice diapré de rares sculptures. C'est le mot diapré. Ça veut dire quoi exactement à ce moment-là? Orné. Rien de plus, parce que diapré c'est un sens précis. Coloré. Ah, c'est d'accord. Orné, coloré. D'accord, là, ça va être de rhétorique, Oui, après de... C'est un terme fréquent. Oui, c'est un terme au 7e siècle. Oui. Oui, c'est un terme fréquent. Oui, Je ne sais même pas s'il y a forcément la couleur tout le temps. Je crois que c'est vraiment l'idée de... Alors pour le coup, d'ornement, vraiment un peu gratuit. Oui, enfin, c'est un mot qu'on retrouve assez d'accord. Mais justement, c'est intéressant parce que c'est un terme qu'on a beaucoup dans les textes métapoétiques. Là, il est utilisé à l'intérieur de réflexion sur la disposition. Oui, d'accord. Je sais pas, c'est sans doute abusif comme rapprochement, mais quand tu présentais cette préface fascinante sur le livre nain et mal éduqué, enfin je sais pas, j'y voyais vraiment en filigrane des passages de Rabelais. Enfin, ça me faisait penser le passage où Gargantua est mal éduqué et son père le met à l'épreuve et il se met à pleurer. Il est incapable de bredouiller. Non, mais c'est abusif. C'est un nain. Oui, je sais, c'est un nain. C'est ça qui me posait problème. Mais, après, avec cette invitation au voyage, à la découverte du monde, mais bon, je pense que... Oui, mais ce que je trouvais intéressant, c'était aussi cette manière de défaire la métaphore, c'est-à-dire le rapport, enfin dans la métaphore du livre du monde, de dire que ces caractères ne sont pas des lettres en fait. Oui. Donc là, il y a une tentative de dissocier. Et donc avec l'idée que justement, on ne peut pas lire. On ne peut pas lire, exactement. Voilà. Et ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont justement... en fait, quand on suit l'ordre du texte, il commence par dire qu'on n'est pas bien né, c'est l'expression qu'il utilise, puis ensuite, c'est exactement dans le texte qu'on a vu tout à l'heure, il dit, mais même les plus grossiers peuvent lire, sauf qu'en fait, il a contredit exactement la position avant, mais pour finir, c'est quand même pour expliquer qu'on a besoin d'un livre de physique, ce qui est quand même, dans le contexte d'usage de la métaphore, et alors qu'il vient de citer du Barthas, ce qui est quand même assez osé de sa part, enfin, de toute façon... Et ça me faisait penser à un texte assez contemporain de 1611 de Richomme, du jésuite, où là, alors tout à l'inverse, il invite vraiment à décrypter le monde. Il va prendre la métaphore des lettres, les plantes sont des lettres, qu'en bon herméneute, on va déchiffrer pour adorer le Créateur. Donc je ne sais pas si on peut identifier aussi des options théologiques... Entre catholique et protestant, alors, je sais pas, là je pensais au texte de Richomme qui était un jésuite. Alors l'Estringant, il avait montré que Bernard Palissy, alors c'est encore un autre modèle, il invite à tailler les arbres pour que les lettres des versets de la Bible soient écrits dans la nature, donc ça c'est encore... Duplex, moi j'ai l'impression que... alors il tient un discours religieux très explicite, mais dont on peut difficilement s'abstraire au moment où il écrit, mais il passe son temps à ramener la description du monde à la louange divine, mais à mon
interdit pour les dissocier, c'est-à-dire que... C'est ça, ouais. Enfin, un peu comme faisaient les philosophes médiévaux, c'est une espèce de double vérité, c'est-à-dire que certes, le monde a été créé par Dieu, en regardant le monde, on s'aperçoit à quel point Dieu est grand, Dieu est beau et on est en extase, mais en même temps, ce qu'il faut étudier, c'est le monde pour lui-même. Et il y a un passage qui est très intéressant de ce point de vue-là, c'est quand il s'attaque à Jean Bodin. Alors bon, Duplex, de toute façon, s'attaque à tout ce qui passe, qui peut être un concurrent proche ou lointain, et donc enfin, tout le monde en prend pour son grade, parfois de manière totalement gratuite, mais il attaque particulièrement Bodin. Alors, il fait des jeux de mots pourris, Bodin fait le badin, il a trouvé la salure de la mer trop salée à son goût, enfin, voilà. Mais derrière, il y a un moment, il y a quelque chose qui est très vrai, c'est qu'il reproche à Bodin de ne pas avoir su expliquer les mouvements des marées et d'en conclure que finalement ça s'explique parce que c'est Dieu qui est derrière ça. Et là, il y a un passage vraiment intéressant dans lequel Duplex dit « mais c'est incroyablement faible comme argument, ça n'est pas un argument de philosophe, c'est bien trop facile, Dieu est la cause première, mais quand on est philosophe, on devrait chercher la cause prochaine, pas la cause lointaine, et ça montre bien que Bodin n'est pas un philosophe qui n'a pas compris ce que c'était que la philosophie, etc. Et donc après, il les reinte à chaque fois qu'il peut. Voilà. Mais le ressort premier de son attaque est très intéressant, parce que il dit, bien sûr que c'est Dieu, mais c'est tellement trop facile de dire que c'est Dieu. Notre travail à nous, c'est pas de chercher Dieu, c'est de chercher la cause naturelle exacte. Voilà. Et ça, je pense que c'est un passage qui éclaire très très bien sa position, avec une compatibilité parfaite entre une foi qui est affirmée et parfois des passages. Alors, il y a un autre élément intéressant, c'est que la première version de la physique comporte des passages que quand il arrive en 1610, il déplace vers la métaphysique, parce qu'en fait, il termine son cours par une métaphysique et une éthique, qu'il écrit à marche forcée en 1610, et quand il commence à écrire la métaphysique, il y a un remaniement profond de la physique, il sort tout un ensemble de passages qui étaient dans la physique initiale, qu'il justifiait en disant qu'il avait introduit ça parce que c'était des questions que pouvaient se poser les esprits curieux, mais que donc, une fois qu'il a écrit sa métaphysique, ça relève de la métaphysique et il le déplace. Donc en fait, la physique, en plus, il y a un travail de réécriture sur les 4 premières éditions qui sont très différentes, qui sont assez différentes les unes des autres, et la physique à laquelle il arrive au bout du compte est plus laïque, le terme est impropre, mais elle est quand même laïcisée par rapport à la première. Et en particulier, dans la première, il y a des discussions pour savoir pourquoi est-ce que le monde a été créé en automne, parce qu'en automne, comme ça, le premier homme pouvait emmagasiner des choses, enfin, tout ça, ça disparaît, c'est reporté à la métaphysique. Et donc, il explique bien que ce qu'on traite dans la physique et ce qu'on traite dans la métaphysique, ça n'est pas la même chose. Il y a des questions dont il dit, mais ça relève de la foi, etc. Donc, il y a une position là, qui fait penser à ce qu'on avait chez un certain nombre de philosophes médiévaux. Oui. Je me suis intéressée un peu à Duplex à cause de la logique, et il me semble que justement dans son entreprise de publier et de rédiger la philosophie en français, il y a l'idée qui rejoint celle du miroir, mais que ces livres de vulgarisation vont être des tableaux, des miroirs, mais en raccourci. Oui. C'est vrai pour la logique, d'ailleurs il dit du mal, sans le nommer, de Philippe Canet, que son organe était trop long, et que c'est trop long et que c'est comme le chien qui veut boire le Nil, il s'est tout fait. Et donc c'est pas très sympa. Mais il y a cette idée que la vulgarisation, tout livre en français de science doit faire plus court que ce dont on a l'habitude, c'est-à-dire les textes d'Aristote, Nosé, etc. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas cette idée-là Alors chez Abraham de la Framboisière, ça ne marche pas parce que c'est pas assez... Oui, mais chez Duplex, il y a des moments aussi où, parce que comme il s'en prend absolument à tout le monde et qu'il n'est gentil avec personne, ceux qui ont écrit des livres trop longs sont attaqués pour avoir écrit des livres trop longs, mais ceux qui ont écrit des livres trop courts sont attaqués à ça aussi. Voilà. Donc il s'en prend aussi, je pense par exemple qu'il vise, comment il s'appelle, l'abrégé de philosophie d'Aristote, Noël Taillepied. Non, alors plus Taillepied, je pense que Champénac, parce que Champénac, en fait, la physique est quand même déjà assez développée, mais Taillepied, c'est vraiment très très court. Et donc, il dit jusqu'ici, on avait des choses qui disaient l'essentiel, mais qui étaient vraiment trop courtes. Donc, il essaie je pense quand même, justement, de tenir une position un peu équilibrée, parce que c'est quand même pas si court non plus. Et puis il se donne le temps d'intégrer pas mal de citations poétiques, etc. Non, ce qui me semble important, c'est vraiment la façon dont il réfléchit à son travail de pédagogue.
et dont il essaie de... Voilà, je suis passée plus vite là-dessus, mais sur l'idée du palais, par exemple, j'ai remarqué que du point de vue stylistique, quand il est dans ce qu'il appelle les salles d'apparat, il utilise un français qui est vraiment le calque du latin scolastique, il n'y a pratiquement aucune citation poétique. Et c'est vraiment quand on passe des seuils d'œuvres aristotéliciennes, parce que quand on sort de la physique pour entrer dans le traité du ciel, il commence à s'autoriser quelques citations, puis quand on arrive au météorologique, alors là c'est la débordade, il raconte des histoires facétieuses, il se met à citer non seulement plein de poètes, mais voilà, des histoires de foudre qui rentrent par la bouche, qui ressortent par les parties honteuses, chose qui ne s'autoriserait jamais dans le début du texte, et donc il y a une espèce de convenance stylistique qui va aussi avec, je pense, l'effort pédagogique pour rendre l'œuvre, parce que ce qu'il reproche à Canet, c'est long, mais c'est indigeste. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc là, il essaie de rendre les choses digestes. Voilà. Donc, et plus l'œuvre dure, plus le style est plaisant. Et donc, c'est pas inintéressant non plus comme démarche. Juste encore une question sur le gascon. Enfin, c'est extraordinaire ce livre qui parle gascon. Est-ce qu'ensuite, il y a des mots de gascon Non, pas spécifiquement. Enfin, est-ce que c'est encore présent dans le lexique Non, pas spécifiquement. Alors ça revient. Alors chez Duplex, c'est pareil, qui est gascon aussi. De temps en temps, il y a juste un mot, mais qui est clairement dit, qui est clairement démarqué. C'est-à-dire que c'est pas mélangé au lexique, c'est démarqué. Dans mon pays, on dit. D'accord. Duplex fait pareil, au sujet de l'arc-en-ciel. Et ce que fait Duchesne aussi, c'est qu'il intègre. Il est intéressant parce qu'il intègre un savoir très local et dans son régime de santé, un régime pour les courtisans, dans lequel il s'intéresse beaucoup aux passions de l'âme, etc. Il y a aussi des considérations sur, je sais pas, la course gasconne, la façon de faire du pain dans je ne sais quel fin fond de la région. Et il y a des considérations très très locales sur des habitudes alimentaires ou des mœurs. Donc là, on voit revenir les choses, mais la langue, non. Donc il délègue au... Voilà, ou alors en tout cas, il la démarre. La personnification du livre. Là, c'est très frappant. Le fils qui répond, c'est quand même assez intéressant. Le fils mal élevé qui répond à son père, mais qui lui fait la leçon, qui lui dit voilà, moi je ferais bien, même si je parle mal. Qui prend la langue maternelle du père. Qui prend la langue maternelle du père, oui. Alors qu'il est destiné. Il y a cette notion abordée au port de France, donc je me suis interrogée sur ce que ça désignait exactement. Justement, est-ce que c'est le royaume de France par opposition à la Navarre? Est-ce que ça a une désignation plus large, politique? Est-ce que c'est une anticipation, un espoir par rapport au couronnement de futur d'Henri IV, etc. C'est pas... Est-ce qu'on a des ouvrages de vulgarisation scientifique en gascon? Pour le 16e, je sais pas le jeu, que même du Barthès, quand il écrit un peu... Ce sont des pièces similaires, des poésies, des sommeils... Non, d'accord, mais personne va... Le public est trop limité. Une histoire de débouché, quoi. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, c'est économique. Il n'y a aucun éditeur qui... Voilà, il y a un peu de poésie, ça va. Il y a de la poésie religieuse. Oui. Non, mais tu vois, un petit livret de santé, tu vois, d'une dizaine de pages... Il y a quand même les parties en gascon chez Joubert. Enfin, pas en gascon, mais en occitan. Les matrones, ouais. Ben oui. Mais c'est quand même tout petit, quand même. C'est vrai. Ouais. C'est pas très technique. Non, c'est un peu suspect comme gascon. Je trouvais très éclairant la façon dont vous avez rappelé toute l'histoire du livre miroir. De la haie de Saint-Augustin, qui est le miroir à la révélation des lunettes de la foi, comme aussi les deux lunettes, en passant par les miroirs comme point de mire, modèle à suivre, le miroir des princes, et arriver là au miroir comme instrument scientifique, surtout à une période où il me semble qu'on abandonne de plus en plus cette métaphore du miroir pour préférer celle du théâtre. C'est un peu ce qu'a montré Franck Lestringant. Ouais. Dans les livres de sciences, on l'a quand même encore beaucoup. C'est pour ça que je disais que la topique usuelle est quand même revivifiée par une topique propre au livre scientifique, parce que c'est une métaphore qui reste vivante, en tout cas dans les ouvrages de vulgarisation.
mais même dans les ouvrages scientifiques, parce que le miroir se charge évidemment C'est un instrument optique. voilà, ça devient Qui évolue énormément à la Renaissance. donc c'est pas encore la lunette, mais là j'ai trouvé, la façon dont il dit accroché dans une salle qui révèle tout ce qu'on voit, c'est assez curieux quand même comme image, parce que ça suppose comme que celui qui regarde dans le miroir et toute la salle derrière lui. Sauf s'il y a des vampires, comme dans le bal des vampires. Et c'est un monde unique, parce que Giordano Bruno lui aussi utilisera les miroirs, on parlera des miroirs brisés pour évoquer ces mondes infinis, l'infinité des mondes. Et là, on a fait un miroir qui rassemble quand même, qui reflète un monde unique. Et la Framboisière reprend aussi l'idée de l'éducation, parce que dans le gouvernement, il souligne que quand il a écrit le livre pour la première fois qu'il l'a offert au roi, celui-ci était encore jeune, et donc c'est que c'est un livre d'éducation. Donc ce sens-là aussi reste dans les ouvrages de vulgarisation. Mais je pensais juste en fait à ce glissement de la nature au monde, puisque comme vous disiez, avec ces ouvrages scientifiques, on s'intéresse vraiment au monde tel qu'il fonctionne, on se détourne un peu de la théologie. Et il me semble que la nature, c'est vraiment ce qui englobe toute la création, les animaux, les plantes, alors que le monde, ça concerne l'homme. Enfin, l'animal, il a un environnement, mais il n'a pas de monde, c'est l'homme qui précisément habite le monde. Oui, là, ce terme monde qui apparaît beaucoup dans les titres à cette époque. J'ai encore une toute dernière curiosité, parce que moi c'est mon ignorance. En fait, j'ai été frappée par cette citation qui dit qu'au fond, on n'aurait besoin d'aucun livre si la chute ne nous avait pas rendu incapables de lire le livre de la nature. Parce que, enfin, moi je me rappelle... Ne le dis pas comme ça, c'est moi qui l'ai dit. Voilà, c'est toi. Parce que moi j'étais restée sur le passage d'Augustin dans La Cité de Dieu, où il va dire qu'effectivement la chute nous rend incapables d'aborder une représentation discursive de manière neutre et pas orientée, déformée par la concupiscence. Donc la chute affecte notre lecture des objets culturels, mais je sais pas, je n'étais pas consciente qu'il y avait la même idée qui pouvait être proposée pour la lecture du livre de la nature. Il y a ça chez Sebon déjà. Oui. C'est vrai, il y a ça chez Sebon, d'accord. Ouais, alors c'est et bien là, il mon dit quand même clairement à quoi faire si nous étions bien nés. Nous n'aurions, je ne sais plus quelle est la phrase allemande, nous n'aurions pas besoin d'autres pédagogues voilà, c'est ça. Et que la nature même. Et donc le livre quand même truchement et interprète, qui est une expression qui est utilisée exactement comme ça, il me semble, par Lefebvre d'Étaples. Je crois que c'est lui ou Budet, je ne sais plus, il y en a un des deux qui utilise exactement le doublé truchement et interprète. Il y a à la fois de la traduction et du commentaire, ça place vraiment effectivement le fait de devoir lire. Il ne s'agit plus de la révélation, il ne s'agit pas de la lumière ou de ce genre d'expression qu'on avait avant, il s'agit vraiment d'avoir un pédagogue. D'accord. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Adam a été créé adulte, parce que s'il a été créé enfant au paradis, il aurait fallu lui donner un pédagogue, et là, on est dans un... Il aurait fallu créer le pédagogue avant. Les anges pour ça. Ah non, mais non, ça marche. Duplex dit qu'il aurait fait... C'est bien pour ça qu'on l'a créé. Ève l'aurait éduqué. Sans doute. Bon, sur ces bonnes paroles, nous allons aller manger quelques beignets.